Faust, c'est un personnage que Goethe n'a pas inventé, il l'a trouvé dans la tradition. La première attestation écrite qu'on en ait remonte à la fin du XVIe siècle, un Volksbuch, un ouvrage populaire, qui racontait l'histoire finalement d'une sorte de docteur un peu alchimiste, un peu charlatan, qui pactise avec le diable. Et puis qui, à la fin du récit, a tout lieu de le regretter, puisqu'il meurt d'une façon tout à fait épouvantable. Il explose littéralement, et la pièce dans laquelle il se trouve est maculée de parties de corps. Bref, une histoire tout à fait terrifiante, mais qui finalement s'inscrit bien dans la perspective de ces histoires de sorcellerie, de ces textes édifiants, ces histoires tragiques, qui étaient très fréquentes à l'époque, à ce moment où la chasse aux sorcières battait son plein. Et finalement, ce texte n'est pas très différent de ce qui pouvait se faire dans ce domaine-là. Peut-être qu'il doit sa chance, c'est-à-dire la chance qui lui a donné cette fortune littéraire par la suite, au fait que Christopher Marlowe, le dramaturge anglais, s'est intéressé à ce texte et puis en a tiré une pièce de théâtre tout de suite après le Volksbuch dont je parlais, dans les années 1590 déjà. Et là, on sent une relecture, une réorientation, si on veut, de la compréhension du personnage, qui reste un pêcheur qui pactise avec le diable. L'histoire, globalement, est la même, mais on sent qu'il y a peut-être une petite orientation du côté du libre penseur, du côté de quelque chose qui pourrait être connoté plus positivement. Et puis le texte de Marlowe s'achève avec la damnation de Faust, mais avec une sorte de supplication pour que, après 1000 ans ou 100 000 ans en enfer, l'âme de Faust soit rachetée. Alors, dans la suite des aventures culturelles de Faust dans la littérature européenne, c'est surtout au théâtre, en particulier dans le théâtre de foire ou le théâtre de marionnettes, qu'on retrouve ce personnage. Et pour le coup, c'est vraiment celui de l'histoire édifiante, c'est-à-dire le pêcheur puni qui domine. Mais dans le courant du XVIIIe siècle, avec l'avènement de la pensée des Lumières, un rapport différent entre le savoir et la religion, on voit se dessiner une autre figure de Faust et puis une autre valorisation, si on veut, du personnage et de son histoire, puisque on trouve en particulier une valorisation du désir de savoir et puis de la transgression qui en quelque sorte est légitimée par ce désir de savoir, par cette volonté de dépasser les limites de ce qui est imposé à notre condition. Et on a avec Lessing une première tentative alors c'est un projet qu'il n'a pas mené à terme, mais de finir cette histoire avec Faust sauvé finalement, plutôt que damné. Et c'est à ce moment-là que Goethe commence lui-même, dans les années 1770, c'est un tout jeune homme, il a un peu plus de 20 ans, commence à travailler sur cette figure de Faust qui, dans ce contexte, est en train de prendre une connotation un peu prométhéenne. C'est à la fois, bien sûr, une figure de transgression, et la punition vient sanctionner cette transgression, mais en même temps, il y a quelque chose chez lui du héros civilisateur. Il y a même chez l'auteur Klinger une association biographique qui contredit celle qui était généralement proposée jusque-là, qui était celle d'un de ces médecins de la Renaissance qui aurait pactisé avec le diable. On identifiait une personne qui aurait pu servir de source biographique à cette histoire. Ce que propose Klinger, c'est une association avec Johann Fust, qui est un des créateurs, un des fondateurs de l'imprimerie, un associé de Gutenberg au milieu du XVe siècle. Et donc, on aurait cette idée d'un Faust qui serait associé à un grand progrès technique et qui serait, du coup, d'une certaine façon, un personnage, oui, civilisateur, avec une connotation plus positive. Donc c'est à ce moment-là, et dans ce contexte-là, que Goethe commence à travailler sur Faust. Donc, premières esquisses au début des années 1770, on a une première publication d'un fragment en 1790, et puis ensuite, en 1808, donc déjà beaucoup de temps s'est écoulé, on a la publication du Faust, ce qu'on appelle le premier Faust, qui est une tragédie, mais qui est présentée comme première partie de la tragédie. Alors, qui dit première partie, dit attente de la deuxième. Le public a pris son mal en patience et a dû patienter beaucoup, puisqu'il a fallu attendre finalement près de 25 ans pour voir paraître en 1832, juste après la mort de Goethe, le second Faust, la deuxième partie de la tragédie, qui achevait cette immense entreprise du Faust de Goethe. Alors, quand je dis tragédie, il faut peut-être mettre ce terme resituer ce terme dans son contexte. Pour le lecteur français, une tragédie, c'est Racine, c'est Corneille. Il faut juste déjà quantitativement situer la chose. La pièce de Goethe, l'ensemble des deux Faust, ça fait plus de 12 000 vers, c'est-à-dire à peu près 8 pièces de Racine enchaînées les unes après les autres. On voit bien qu'on n'est pas dans la tragédie au sens français du terme. Ça serait plutôt quelque chose comme une sorte de drame philosophique ou métaphysique avec une énorme diversité, avec une densité aussi de réflexion qui est extrêmement impressionnante et qui fait de ce texte quelque chose d'assez
insaisissable, presque impossible à monter à la scène comme pièce de théâtre, mais qui en même temps a stimulé énormément tous les contemporains et a lancé énormément de réflexions. Et on peut dire que Goethe, avec ce Faust, est vraiment celui qui a fait de cette légende populaire un mythe au sens plein du terme, c'est-à-dire un texte doté d'une forte densité symbolique et capable de susciter des interprétations sans cesse renouvelées. Et on voit qu'à partir de Goethe, Faust devient véritablement un mythe central dans la culture européenne, que des dizaines d'auteurs vont le reprendre, le réécrire et l'adapter à leur façon. On a plusieurs textes évidemment marquants au XXe siècle, on pense au Maître et Marguerite de Bulgakov ou au Docteur Faustus de Thomas Mann, ou à des textes dont le titre même thématise cette réappropriation permanente du mythe par les auteurs successifs. Je pense par exemple à Mon Faust de Paul Valéry, ou dans la même veine, un peu différemment, Votre Faust, un opéra de Michel Butor et Henri Pousseur, qui est une sorte d'opéra dont vous êtes le héros, où le public doit décider après chaque scène vers quoi on va et comment va se dérouler la suite de l'action, se constituant ainsi son propre Faust. Et donc, quelque part, c'est une forme de matérialisation des enjeux du mythe. Le mythe, c'est cette forme ouverte que chacun réinterprète et que chacun s'approprie, avec des fluctuations de sens très considérables. Et là, on voit qu'avec Faust, on a toujours cette dichotomie que j'évoquais tout à l'heure entre le héros civilisateur, c'est-à-dire le héros qui transgresse, mais pour dépasser des limitations et qui est du coup valorisé, et puis d'autre part le pécheur, celui qui va trop loin et qui outrepasse les limites qui sont fixées à l'homme et auxquelles il doit se tenir. On a en permanence une sorte d'oscillation entre ces deux valorisations diamétralement opposées du personnage, et puis des réécritures de tous ordres.